Bonsoir à tous. Cette visioconférence est juste un instant, est une initiative de l'association CSTHI en réponse à l'augmentation du nombre d'exécutions en Iran et au fait que de nombreux prisonniers politiques sont en danger d'exécution imminente. Comme vous le savez, selon les rapports de différentes organisations, environ 1000 exécutions ont eu lieu en Iran en 2024, un chiffre bien plus élevé que les années précédentes. Ces statistiques figurent dans les rapports de CPM, Amnesty International, d'Iran HRM et du Conseil national de la résistance iranienne. Parmi ces exécutions, on compte 34 femmes qui ont été exécutées par le régime iranien l'année dernière, ce qui constitue un triste record mondial en matière d'exécution de femmes. Depuis le début de l'année 2025, plus de 100 exécutions ont déjà été recensées, indiquant une poursuite alarmante de cette tendance. Cela reflète la volonté du régime de réprimer violemment le soulèvement national du peuple iranien, dont les flammes sont encore vives. Notre association a lancé fin 2024, en collaboration avec le Comité des maires pour un Iran démocratique, une campagne intitulée « Non à la peine de mort », qui a déjà recueilli la signature d'environ 800 maires à travers la France. Parmi eux figurent les maires des 4 arrondissements de Paris, ainsi que ceux de grandes villes comme Lyon, Montpellier, Lille, Nancy, Saint-Étienne et Saint-Denis, qui ont tous rejoint cette initiative. Par ailleurs, notre association, aux côtés de plus de 250 organisations de défense des libertés en Iran, pour l'Iran, a coordonné la grande manifestation du 8 février dernier à Paris pour l'abolition de la peine de mort. Ce rassemblement a mobilisé une foule immense et a constitué une manifestation sans précédent. Les actions menées ces derniers mois par diverses organisations de défense des droits humains, notamment la CAT, Amnesty International et en particulier le rapport annuel de CPM, ont conduit la semaine dernière le ministère des Affaires étrangères français à prendre une position officielle contre l'augmentation des exécutions en Iran. Aujourd'hui, nous avons parmi nous des représentants des associations ACAT, ECPM, GVMI, ainsi que des avocats et des experts en droit humain. Nous allons discuter des dernières évolutions sur ce sujet en mettant l'accent sur les 56 prisonniers politiques actuellement sous le coup d'une condamnation à mort en Iran. Nous sommes particulièrement préoccupés par 4 prisonniers politiques dont la condamnation à mort a récemment été confirmée par la Cour suprême du régime et qui risquent une exécution imminente. Il s'agit de Behrouz Ehsani, Mehdi Hassani, Sharifeh Mohammadi et Parshon Azizi, pour lesquels des organisations internationales ont lancé des appels urgents demandant l'arrêt immédiat de leur exécution. Avant de commencer cette session avec nos intervenants et invités, nous allons écouter un message audio très poignant de Mehdi Hassani, adressé à sa fille, enregistré il y a 2 jours et diffusé publiquement. Si vous pouvez passer ce message audio. این رژیم 46 ساله ثروت کشور رو هزینه جنگ افروزی و سرکوب مردم ایران میکنه. من اگه الان تو زندان هستم و محکوم به اعدام شدم فقط به این دلیله که تحمل ظلم و ستم‌هایی که به این مردم و بچه‌های سرزمینم میشد رو نداشت و علیه ظلم و ستم ایستادم. اینها هیچ سندی علیه من ندارن و اجازه ندادن وکیلم به پرونده دسترسی پیدا کنه و مطالعه کنه تا تناقضاتی که در پرونده موجود است رو افشا کنه.
خود قناعتکار رئیس دادسرای مقدس به وکیلم صراحتاً گفته اجازه نمیدم وکیل به پرونده دسترسی داشته باشه. دخترم به باور من تمام بچه‌های ایران حق زندگی و راحت آزاد رو دارن و همونجور که همیشه تلاش کردم برای تو، خواهرت، برادرت چیزی رو کم نذارم، وظیفه خودم هم میدونم برای بچه ایران هم در حدی که میتوانم برایشان بجنگم. من آرزوی جز آزادی ایران و خوشبختی شما و مردمم ندارم. تاریخ نشون داده که ظلم و ستم ماندنی نیست و ستمگران در سمت اشتباه تاریخ ایستادن و مجبور به فنا هست. Alors, un message vraiment très touchant et poignant de la part de Mehdi Hassani, qui a enregistré ça au téléphone, derrière les murs de la prison de Rez El Hessar, et un message qui donne de l'espoir et il dit que je n'ai aucun autre souhait que la liberté pour mon pays et que l'histoire a démontré que les bourreaux ne sont pas éternels, les criminels et les bourreaux. Donc voilà, c'était un message vraiment très, très touchant de sa part. Alors, nous avons ce soir parmi nous plusieurs experts et avocats spécialisés dans les droits humains, notamment Monsieur Taher Boumedra, président de Justice pour les victimes du massacre de 88 en Iran, GVMI. Également Madame Solange Moumé-Etia, directrice du pôle programme et plaidoyer d'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Monsieur Richard Sédio, avocat et membre du conseil d'administration d'Ensemble contre la peine de mort. Et Madame Mitra Biram, avocate au barreau de Bruxelles. Et également Monsieur Patrick Baudouin, qui est président d'honneur de FIDH et de la Ligue des droits de l'homme. Nous allons commencer à présent avec Monsieur Richard Sédio, avocat et membre du conseil d'administration d'Ensemble contre la peine de mort. Je vous en prie, vous pouvez ouvrir votre micro et commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces mots introductifs et pour le visionnage de cette vidéo tellement émouvante. Alors, l'association Ensemble contre la peine de mort est, comme vous l'imaginez, particulièrement préoccupée par la situation en Iran et nous continuons à travailler très activement sur cette question. Je vous invite à consulter sur le site de CPM le rapport qui a été rédigé et dont vous trouverez d'ailleurs un exemplaire en anglais pour ceux qui préfèrent le lire dans cette langue. Comme vous le disiez à l'instant, 975 personnes ont été exécutées, dont 4 en public. Alors nous avions pour les femmes le chiffre de 31, vous avez indiqué je crois 34. Il est possible qu'il faille alors modifier l'estimation qui avait été faite. Un mineur, et donc l'Iran n'a pas renoncé à exécuter malgré la ratification de la Convention de New York des mineurs. 649 personnes ont été pardonnées par les familles des victimes. Donc le système du pardon semble encore aujourd'hui fonctionner, mais il est évidemment loin d'être systématique. Et évidemment, il faut noter une répression particulière à l'égard des minorités, notamment les Baloutches et les Kurdes, puisque 192 personnes exécutées faisaient partie de ces minorités ethniques. 80 ressortissants étrangers ont également été exécutés, parmi lesquels essentiellement des Afghans. Seuls 10% des exécutions ont été annoncées avant qu'il y soit procédé, ce qui évidemment pour les familles a été absolument épouvantable. 43% des exécutions ont été prononcées à l'issue de condamnations, ont été effectuées
43% d'exécutions à l'issue de condamnations pour meurtre, 52% à l'issue de condamnations pour trafic de drogue et 3% pour insulte à l'égard de Dieu et corruption sur terre. Ces deux infractions particulièrement mal définies, vous le savez, qui permettent de prononcer des condamnations dans des conditions qui sont particulièrement vagues, et même lorsqu'il n'y a finalement aucun fait avéré ni aucun fondement juridique. Et puis 2% enfin des exécutions correspondent à des exécutions pour viol ou agression sexuelle. Ce qui est inquiétant, et comme vous le disiez très justement, c'est que le nombre d'exécutions ne cesse d'augmenter d'année en année. On en a recensé 9557 depuis 2008, et hormis l'année, je crois que c'est 2005, à l'occasion de laquelle 972 exécutions étaient intervenues, l'année 2024 est celle du plus triste record qu'ait connu l'Iran depuis maintenant 2005, et alors que l'Iran a procédé à des exécutions chaque année. Notre souci, évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé de ce rapport qui, je crois, est assez bien conçu et ça n'aurait pas d'intérêt particulier. Je pense qu'il faut vraiment que nous réfléchissions ensemble aux actions qui peuvent être menées. On se rend compte tout de même que l'Iran n'est pas complètement indifférent à la pression internationale, même si évidemment le comportement des juridictions aujourd'hui peut laisser à penser que ce n'est pas le cas. On s'est quand même rendu compte à plusieurs reprises. Je parlerai par exemple du dossier que j'ai bien connu de ma consoeur Chérine Ebadi, de ma consoeur euh, pardon. Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh, excusez-moi, je cours un peu d'un pays à l'autre et je suis un peu fatigué en ce moment. Évidemment, de Nasrin Sotoudeh, lorsque j'ai été élu au Conseil national des barreaux, j'avais, au nom du Conseil national des barreaux, saisi les instances onusiennes, et vous vous souviendrez évidemment de ce portrait géant qui avait été installé sur la façade du Conseil national des barreaux. C'est une demande que j'avais faite à l'Assemblée générale et qui avait été acceptée. Et on peut supposer, en tout cas c'est ce que nous a dit notre consoeur, on peut supposer que cette pression internationale et cette extrême médiatisation ont peut-être été de nature à la protéger, au moins pour partie, même si nous savons évidemment qu'il y a toujours des poursuites contre elle et qu'elle a été très longtemps assignée à résidence et qu'elle doit encore faire face aujourd'hui à des procédures et que les membres de sa famille eux-mêmes sont menacés. Mais enfin, tout de même, il avait semblé que cette médiatisation, ce soutien très général qui lui avait été apporté, avait peut-être été de nature à lui accorder une relative protection, fût-elle momentanée. De sorte que nous ne devons évidemment pas nous décourager et mener toutes les actions qui sont possibles, tant sur le plan médiatique que sur le plan judiciaire. Et je me tiens évidemment à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient que nous réfléchissions aux actions qui peuvent être menées. Et sachez que les portes de CPM vous sont très largement ouvertes. Évidemment, j'avais suscité, alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais une vidéo qui avait beaucoup circulé, à l'occasion de laquelle on voyait des actrices se couper une mèche de cheveux au soutien. Et donc, il y avait toutes les grandes actrices françaises qui avaient participé à cette vidéo. Je leur avais demandé de la réaliser. Et je sais que cette vidéo a beaucoup tourné en Iran et qu'elle avait aussi été de nature à soutenir toutes les combattantes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Voilà, donc c'est peu de choses, mais nous pouvons avoir beaucoup d'autres idées. Et je pense que si nous y réfléchissons ensemble, nous parviendrons à nouveau à mettre en œuvre des actions qui pourront être de nature à la fois à attirer l'attention du monde sur cette situation dramatique dont on ne parle pas assez d'une part, et peut-être à assurer une relative protection à certains des justiciables iraniens qui sont poursuivis dans des conditions parfaitement inéquitables.
Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Richard Sédio, pour vos éclairages. Effectivement, vous avez raison, il est de notre devoir de faire tout ce qui est dans notre possible et que nous pouvons être efficaces et on peut faire quelque chose tous ensemble. À présent, j'aimerais inviter notre cher Patrick Baudouin, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la Fédération internationale pour les droits humains et de la Ligue des droits de l'homme, à prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci beaucoup et bonsoir à tous et toutes. J'ai évidemment écouté avec beaucoup d'attention ce que vient de dire Monsieur Sidillo. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites, que je partage évidemment absolument, aussi bien au niveau des informations dont nous disposons que des propositions qui viennent d'être faites. Sur les informations, je ne reviens pas sur les chiffres qui ont été énoncés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sans doute un minimum, comme souvent d'ailleurs dans ces cas-là, c'est-à-dire que on a des chiffres, on les rassemble. Ce sont des exécutions pour lesquelles il y a des éléments qui permettent de les comptabiliser, mais il est probable que le nombre est supérieur. Le deuxième point qu'il faut quand même souligner, c'est que cela fait des années, et ça a été rappelé, que l'Iran pratique la peine de mort, mais l'augmentation en 2024 est quand même extrêmement spectaculaire et place l'Iran, sauf erreur, au second rang, après la Chine, des pays qui exécutent le plus dans le monde, et avec une population qui est évidemment moindre que la population chinoise. Alors, face à cette situation, pour ma part, j'apporterai une petite connotation personnelle supplémentaire. Il se trouve qu'avec quelques autres avocats, William Bourdon et d'autres, j'ai été amené à défendre, y compris en France, pour des raisons diverses, des adhérents des Moudjahidines du peuple ou des responsables de ce mouvement. Je dis tout de suite que je ne prends pas position du tout sur la nature politique et autres du mouvement, mais ce qui est certain, c'est que on a parlé tout à l'heure des minorités, en particulier des Kurdes aussi, dont je m'occupe et je me suis beaucoup occupé dans le passé, mais les Moudjahidines sont également absolument persécutés, et là, ça complète un peu la panoplie des motifs pour lesquels il y a eu des exécutions. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait en particulier beaucoup pour trafic de drogue, mais il y a aussi des exécutions qui sont des exécutions à caractère purement politique. C'est-à-dire, alors évidemment, les incriminations habituelles que nous connaissons bien, complot contre la sécurité de l'État, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas négliger non plus cet aspect, et parfois un habillage qui peut être un habillage de droit criminel, de droit commun criminel, et qui en réalité dissimule des condamnations et des exécutions pour des motifs purement politiques. Ce qui est grave aussi, c'est qu'il y a eu, ça a été rappelé tout à l'heure, beaucoup d'exécutions de femmes. Alors le pourcentage reste faible par rapport au total des exécutions, mais c'est plutôt, semble-t-il, nouveau. Il y a eu, d'après ce qui m'avait été relaté, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, j'ai peut-être eu une absence à ce niveau. Je crois qu'il y a eu des exécutions publiques, alors qu'il semble que c'était tout de même quelque chose qui avait été un peu mis de côté. Donc, on voit une répression accrue, l'utilisation de la peine de mort dans le cadre de cette répression par un régime qui, en réalité, et là avec toute la prudence qui s'impose, parce que ça fait des mois, voire des années qu'on le dit aussi, et qu'on l'espère au demeurant, mais un régime qui semble quand même en difficulté, en grosse difficulté pour des raisons internes, internationales. On va faire là-dessus, on a tous présent à l'esprit ce qui s'est passé dans les mois écoulés et qui, au Proche-Orient, contribue à affaiblir beaucoup la position, pour ne pas dire l'hégémonie qui existait face à l'Arabie saoudite de la part de l'Iran. Donc un régime aux abois et donc un risque, car on le sait très bien dans ces cas-là, d'être dans une course aux abîmes, d'où la nécessité d'agir
Bon, en ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme ou la FIDH que j'ai présidée, au sein desquelles des deux organisations, je continue évidemment à militer, à travailler sur un certain nombre de sujets. Et on est évidemment, notamment à la FIDH, totalement investi. On l'a été dès le début avec le CPM sur le combat contre la peine de mort à l'échelle internationale. Alors, je crois que toutes les initiatives sont bienvenues. Je pense que ce qui est bien, c'est, et je remercie vraiment les organisateurs ou organisatrices de cette réunion, c'est que nos organisations, un maximum d'organisations de défense des droits, qu'elles soient iraniennes ou qu'elles soient nationales de quelques pays qu'elles soient ou qu'elles soient internationales, toutes nos ONG doivent se rassembler pour faire pression au nom de ce qu'on appelle la société civile et pression aussi sur nos gouvernants. Je pense à la France, bien sûr, je pense à l'Union européenne, et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sujets internationaux qui polarisent, qui focalisent beaucoup les actions, les initiatives. Penser à l'Ukraine, on peut penser bien sûr à Israël-Palestine, entre autres, mais il faut remettre à l'ordre du jour, car la situation est vraiment dramatique, le combat contre la répression en Iran. Il y a eu un vent de solidarité très fort avec Femmes, Vie, Liberté. Il faut vraiment qu'on continue à animer, à ranimer cette flamme, et toutes les initiatives sont bienvenues. Bon, je pense que des manifestations, comme on en fait malgré tout, même si on a le sentiment parfois que bien, ça n'a pas un effet immédiat, c'est pas vrai. Je pense que l'Iran est très très sensible au contraire à ce qui se passe, comme la plupart des pays d'ailleurs qui sont des pays tortionnaires ou des pays de bourreaux. Rien n'est pire que le silence. Le silence favorise ou exacerbe leur possibilité néfaste d'agir dans la barbarie. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer à faire entendre nos voix. Et puis je terminerai par là, on essaye toujours, lorsque c'est possible, et là jusque-là, peut-être que parmi les intervenants qui vont venir ou intervenantes, il y aura des idées, d'agir sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, et de voir si des actions sont envisageables. Alors, c'est pas à la justice iranienne, évidemment, qu'on peut faire confiance, mais essayer de voir si, via, par exemple, la compétence universelle, le passage d'un tortionnaire iranien ici ou là, ou d'un responsable qui pourrait être interpellé au titre de la compétence universelle, ou de saisir les organismes onusiens pour tous les comités divers, et en particulier tous ceux évidemment qui sont liés à ces questions de détention arbitraire, d'exécution sommaire. Voilà, je n'ai pas la panacée totale de tout ce qu'on peut entreprendre, mais je laisse les intervenants et intervenantes suivantes évidemment compléter ce modeste propos. Je vous remercie, Monsieur Baudouin, pour votre intervention. Vous avez tout dit. Effectivement, nous sommes face à un régime aux abois, et lorsqu'un régime est dans une telle situation, effectivement, le danger touche énormément les prisonniers politiques, essentiellement les prisonniers politiques qui risquent d'être exécutés. Donc, il est vraiment de notre devoir de faire tout ce qui est possible et de trouver les solutions, les choses à faire pour sauver leur vie, et je pense que c'est tout à fait possible. Ça a été toujours le cas. On a réussi à faire quelquefois des choses, donc on peut le faire même aujourd'hui. J'ai envie aussi de rajouter que Monsieur Sédio tout à l'heure a parlé des femmes prisonnières. J'ai envie de citer une femme extraordinaire, politique, qui est en prison depuis des années aujourd'hui, depuis plus de 15 ans. C'est le cas de Mariam Akbari Monfared. C'est une prisonnière politique. Elle est en prison parce qu'elle a osé demander justice pour ses frères et sœurs qui ont été exécutés de 1980 à 1988, et pendant le massacre de 1988 également.
Donc, j'ai une pensée également pour elle. Je voudrais aussi préciser, je suis désolée, j'ai omis de le dire tout au début de notre visioconférence, à la demande de nombreuses personnes qui ne pouvaient pas assister ce soir à cette conférence. Nous enregistrons la visioconférence de ce soir, donc elle est enregistrée, elle sera rediffusée ultérieurement sur d'autres réseaux. À présent, je vais donner la parole à Madame Solange Moubé-Etia, directrice du pôle programme et plaidoyer d'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT. Je vous en prie, Solange. Merci beaucoup Azadeh pour votre invitation. Bonsoir à tous les participants. Donc effectivement, à l'ACAT France, naturellement, comme nos homologues de l'ECPM, bien évidemment, nous sommes très sensibles et nous suivons de près donc la situation en Iran. Et nous avons, parce que comme vous le savez, on est une ONG chrétienne qui milite pour l'abolition universelle de la peine de mort et l'abolition de la torture en général et aussi la défense du droit d'asile. Alors, s'agissant de l'Iran, qui est aujourd'hui, et la situation en Iran, qui est le sujet de d'autres rencontres aujourd'hui, l'ACAT France est bien sûr très préoccupée par la situation en Iran et que nous suivons de près. Nous avons à ce propos, face aux chiffres accablants que je ne vais pas rappeler et qui ont très bien été rappelés par Maître Cédillo et aussi par Maître Baudouin tout à l'heure, nous avons lancé plusieurs appels urgents que vous aviez dû voir. Déjà, nous avons lancé une grande campagne de mobilisation grâce à notre réseau de militants lorsque la première condamnation, on va dire un peu médiatique, de Varishe Mohammadi ou Pashran Azizi est arrivée. Nous avons lancé un appel urgent les concernant, où nous avons mobilisé non seulement le Quai d'Orsay et aussi interpellé les autorités iraniennes pour ces cas. Nous l'avons aussi fait pour Sharif et Mohammadi. Nous l'avons fait, bon, on ne va pas citer tous les cas que nous connaissons très bien. Nous sommes très préoccupés, effectivement. Je ne sais pas si c'est ECPM qui l'a dit. On avait, nous aussi, les chiffres de 31 femmes, hein, mais vous nous dites que c'est 34. Voilà, ce qui est énorme, parce qu'en 2023, déjà, on nous disait déjà que le chiffre était déjà élevé, parce qu'on avait déjà 44% de plus par rapport à 2022. Donc, d'année en année, le chiffre augmente et les chiffres sont accablants. Mais ce qui nous frappe quand même, c'est que il y a quand même autant la société civile se mobilise, mais il y a nous, organisations de la société civile comme vous, on déplore quand même qu'au niveau des gouvernements, ça ne bouge pas plus en ce qui concerne l'Iran, parce que ce qui se passe en Iran est quand même extrêmement préoccupant. Nous sommes particulièrement aussi focalisés par la question des femmes, notamment parce que voilà, ça fait partie d'une de nos priorités, et en ce qui concerne aussi tout ce qu'on appelle des discriminations ethniques, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, la question des Kurdes, il y a quand même des militants kurdes, pour citer par exemple Varishe Mohammadi et Pashran Azizi, qui font partie, donc on a aussi vu dans ces exécutions de femmes que non seulement il y a des femmes qui sont visées, il y a donc une inégalité de genre dans ce phénomène, et il y a aussi des phénomènes de discrimination ethnique avec des Kurdes qui sont aussi des activistes kurdes qui font aussi partie des victimes. Donc ces exécutions pour nous au sein de l'ACAT révèlent un peu de la fébrilité du régime, compte tenu du mouvement Femmes, Vie et Liberté qui a quand même fait en sorte que le peuple iranien s'est levé avec courage face à un régime qui finalement veut étouffer les voix de la liberté. Donc l'ACAT France a exhorté les autorités, la communauté internationale à réagir face à l'augmentation de ces exécutions. Et nous avons, comme vous
l'avait très bien dit tout à l'heure Maître Baudouin, appeler à une mobilisation générale. Parce que nous pensons que la mobilisation, même si certaines personnes pensent que voilà, la mobilisation, on est d'accord, et on l'a vu sur un certain nombre de cas, par exemple le cas de Sharif et Mohammadi, que le régime iranien suit avec grande attention les mobilisations qui se font pour ces cas-là. Donc, je pense qu'une mobilisation et une bonne organisation de la société civile bien structurée pourrait faire bouger les choses dans la mesure où faire du bruit peut aider ces victimes voilà, au mieux à éviter l'exécution, même si les peines voilà, ne sont pas abandonnées. Et nous, à la CAD France, on milite fortement pour des actions groupées. Et nous, on a commencé à mobiliser déjà notre réseau d'adhérents et de militants. Voilà. Bravo, merci Solange pour tout ce que vous faites et pour votre intervention ce soir. Comme vous l'avez dit, il est tout à fait possible de faire quelque chose et nous continuons le combat. J'ai envie de juste de souligner une chose, c'est que depuis plusieurs années, après le mouvement Femmes Liberté, Femmes Vie Liberté, oui, les Iraniennes et les Iraniens en Iran sont en train d'évoluer cette slogan très populaire, mais en fait, les femmes disent maintenant « Femmes, résistance, liberté ». On voit ces slogans affichés sur les murs à travers l'Iran et donc, voilà, cela montre que le combat continue, le combat des femmes iraniennes prend de l'élan et qui a changé de phase et que, voilà, les femmes résistent pour mener ce combat à sa fin et renverser ce régime et vivre librement en Iran. Nous allons à présent regarder une clip vidéo au sujet de Parchan Azizi, justement, dont vous avez parlé. Donc, nous allons regarder ce clip ensemble. من کچی کردم پروردەی جەرگەی شۆڕشی چینی چەوساوام دژ بە سەرمایم تەنیا پاڵپشتی ئەو چرایم هەڵگیرساوە دێم و دێم و دێم دێم و دێم و دێم دێم هەتا ڕۆژم لێ دیارە بانگوازی من بانگوازی تو هاواری جنی هجارا دیم و دیم و دیم دیم و دیم و دیم دیم حتی آسوم لیارا دیم و دیم و دیم دیم و دیم و دیم دیم حتی آسوم لیارا دیم و دیم چونکه Eh bien, merci. Nous avons vu des images de Parchan. C'est une femme pleine de vie, pleine de courage, qui n'a qu'une seule chose en tête, elle veut la liberté pour son peuple, comme le voulait Mehdi Hassani tout à l'heure dans son message audio. Toutes les personnes qui sont menacées d'exécution aujourd'hui veulent la liberté de leur pays et sont tous pleines de joie et de vie et qui méritent de rester en vie et donc qui méritent qu'on soit leur voix. Soyons alors leur voix tous ensemble. Je vais inviter notre prochaine intervenante. Ma chère Mitra Biram, avocate au barreau de Bruxelles et une des membres de la famille des victimes du massacre de 88. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter. Mitra, s'il te plaît, tu peux ouvrir le micro. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonsoir Azadeh. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ben oui, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Plein de choses qui ont déjà été dites, notamment par mon confrère.
Je suis avocate au barreau de Bruxelles, mais je ne suis pas que avocate au barreau de Bruxelles, puisque comme tu l'as dit, je suis également la sœur de Mehran Bigam, qui a été exécuté en 1988 avec le massacre des 30 000 prisonniers politiques. À l'époque, mon frère a été emprisonné à l'âge de 17 ans après avoir participé à une manifestation, comme tous les jeunes ici, comme avec les soulèvements de Mahsa Amini. Finalement, déjà à l'époque, avec l'arrivée des ayatollahs, il était vraiment en proie de chercher la liberté, la démocratie, parce qu'il avait déjà compris très vite qu'avec l'ayatollah, on rentrait dans un ère où la répression et, j'ai envie de dire, tout ce qui est non démocratique était là déjà. Donc voilà, il s'est présenté à cette manifestation, il a été arrêté, il a fait 8 ans de prison et il a été malheureusement exécuté avec les 30 000 autres prisonniers politiques. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, puisque à la mort de mon frère, non seulement nous n'avons pas été au courant de sa mort directement, puisqu'on nous l'a dit bien après nous-mêmes avoir tenté de savoir ce qui s'était passé pour qu'on nous donnait plus de nouvelles. Déjà, ça faisait quelques mois. Mais quand on a appris sa mort et que finalement, ils ont bien voulu nous avouer qu'ils avaient pendu mon frère, ils nous ont remis un morceau de corde avec lequel ils avaient exécuté mon frère. Donc, pour ajouter vraiment de l'horreur à l'horreur, comme ça suffisait pas, ils ont fait vraiment un symbole de leur cruauté, j'ai envie de dire, un instrument destiné à semer déjà à l'époque la terreur et pour étouffer toute résistance finalement, même déjà dans le cœur des familles endeuillées, parce que c'est déjà tellement difficile de perdre pour ma mère et mon père, c'était déjà tellement difficile et pour nous autres aussi de perdre notre frère, que de l'horreur à l'horreur, le régime est toujours au top du top, j'ai envie de dire. Mais en 1988, comme maintenant, en fait, on voit déjà avec les prisonniers politiques, les membres des Moudjahidines qui sont aussi maintenant dans les geôles et qui attendent aussi dans les couloirs de la mort. Je pense à Mehdi Hassani, à Behrouz Hassani, et 10 autres prisonniers politiques qui actuellement, pour les mêmes raisons, sont en prison et attendent dans les couloirs de la mort pour être exécutés, et on leur reproche les mêmes choses, c'est-à-dire cette soif de liberté, de démocratie, et c'est ce qu'on avait reproché à mon frère. On lui avait dit qu'il était apostat. Et voilà, donc c'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Et quand mon frère a été exécuté avec les 30 000 prisonniers politiques, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où il a été enterré. On sait qu'il était dans des fosses communes, celle de Khavaran. C'est un endroit c'est comme un endroit désertique, et tout, ils ont mis tout le monde vraiment là. Nous, on n'a pas la preuve qu'il a été enterré là, mais on a entendu par des témoins, par des gens qui travaillaient sur place, et qu'apparemment son corps serait là avec les autres. Donc, ça, c'est malheureusement ce qui a touché toutes les familles à l'époque, puisqu'on n'était pas les seuls, évidemment, malheureusement, mais ça continue avec les exécutions aujourd'hui. Et puis l'Iran, il y a vraiment une violation flagrante de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l'Iran a signé en 1975, certes, c'était à l'époque du Shah d'Iran, mais il est toujours signataire et il fait toujours partie de ce pacte, mais qu'il ne respecte évidemment pas. Et alors, pourquoi aujourd'hui on parle de ce massacre encore en 2025 ? Tout simplement parce qu'il relève des racines d'un régime aujourd'hui profondément ébranlé, en fait. Nous savons tous que depuis l'insurrection de Mahsa Amini 2021, et le revers qu'a subi le régime, qu'a subi la région, le régime iranien est en position de grande faiblesse aujourd'hui. Et en multipliant les exécutions, il cherche vraiment à se venger du peuple iranien. Déjà, c'était le cas en 1988, et à empêcher de nouvelles révoltes qui précipitent sa chute en réalité. Tous les prisonniers politiques exécutés aujourd'hui, quel que soit le chef d'accusation retenu contre eux, sont en réalité des victimes d'exécutions politiques. Et ça doit être vraiment souligné. C'est très, très important de bien comprendre que ce sont vraiment des prisonniers politiques. Ce sont des exécutions politiques, car l'objectif du régime iranien est d'étouffer les inspirations légitimes du peuple à la liberté et à la souveraineté qui lui a été confisquée maintenant, 4 décennies déjà.
depuis l'arrivée des ayatollahs. Lorsqu'une personne est exécutée en Iran, ce n'est pas seulement sa vie qui est vraiment détruite, mais aussi celle de toute sa famille, parce que la douleur de ces exécutions, c'est un réel traumatisme. Ça l'a été pour ma mère, ça l'a été pour mon frère. Le jour où ils ont annoncé que mon frère avait été exécuté, la douleur, les cris de douleur de ma mère résonnent encore aujourd'hui, des années-lumière plus tard, dans mes oreilles. Parfois, je peux encore l'entendre et je peux imaginer à chaque fois que j'entends l'exécution de quelqu'un, l'horreur que ça doit apporter pour toutes des familles et des générations et des générations. Comme on disait, souvent on a entendu parler que même les gens à l'époque du nazisme de 40-45, que même des enfants qui sont nés bien après la guerre 40-45, les descendants des Juifs, eh bien, ressentaient encore cette douleur. Cette douleur-là qui est vraiment dans nos corps et dans notre âme, et je le ressens à chaque fois que quelqu'un est encore exécuté. Je pense profondément à toutes les familles qui vivent aujourd'hui ce que nous avons vécu finalement à ce moment-là. Mais à l'époque de Khomeini, Khomeini était affaibli par la guerre et l'opération de Mersad en Iran. Il s'était appuyé sur les exécutions déjà pour conserver son pouvoir. Et aujourd'hui, cette même faiblesse est évidente puisqu'il y a eu les sanctions, il y a les soulèvements déjà de 2019, puis de 2021-2022 avec celui de Mahsa Amini, ainsi que les récents revers qu'il y a eu avec... niveau géopolitique, on a vu la mort de Nasrallah, Hassan Nasrallah du Hezbollah, leader du Hezbollah en septembre 2024. Puis il y a eu l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du Hamas, en juillet 2024. Puis il y a eu la chute de Bachar al-Assad en Syrie en décembre 2024. Tout ça, évidemment, ont oculé le régime. Ces événements ont brisé son axe de résistance. Et aujourd'hui, il est vraiment isolé face à Israël, face aux États-Unis. Et sans Assad, plus aucun corridor ne permet l'acheminement des armes au Hezbollah. Avec la disparition aussi de Nasrallah, il y a eu l'anéantissement du Hamas. Et l'anéantissement de Hamas, l'Iran a vraiment perdu ses relais régionaux. Et ça, c'est super important, puisque cette faiblesse l'a poussé à recourir à une répression encore plus brutale, pensant que la même terreur qu'il avait imposée à ma famille déjà à l'époque, eh bien, avec cette histoire de corde qui nous donne pour vraiment encore symboliser cette cruauté, suffirait vraiment à garantir sa survie. Mais en fait, chaque exécution ne fait qu'attiser davantage vraiment la colère du peuple, et on l'entend et on le voit au quotidien. Et en 2024, déjà, on l'a vu avec des exécutions, Iran Human Rights annonçait 975 exécutions, ce qui est énorme. Comme disait notre ami tout à l'heure, c'est un chiffre les plus élevés au monde, puisque la Chine sont 1,5 milliard, et qu'en Iran, on n'est que 80 millions. Donc, au mètre carré, l'Iran exécute plus que la Chine. Ça, c'est clair et certain. Et puis... en 2025, rien que déjà, on est le 27 février, il y a déjà eu plus de 12 personnes qui ont été exécutées. Il y a 31 femmes qui ont été, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 31 femmes qui ont été exécutées. Il y a eu plusieurs mineurs qui ont été exécutés, notamment Mehdi Jahanpour, qui a été exécuté à l'âge de 22 ans, mais pour des faits commis alors qu'il était mineur, c'est-à-dire qu'il avait 16 ans. Donc ça, c'est incroyable. C'est vraiment, on touche à l'horreur. On est vraiment au fin fond de l'horreur. C'est vraiment regrettable. Et alors, ce que je voulais rappeler, c'est que le soutien du régime, on a vu avec les drones russes utilisés dans la guerre à Ukraine, que l'ONU avait documenté en 2023, constitue vraiment une violation aussi des chartes des Nations Unies et des résolutions sur le contrôle des armements, aggravant encore plus son isolement international. Et alors, il faut aussi rappeler le procès de Hamid Nouri, parce que ça, c'était vraiment, en tout cas pour moi, qui est une sœur des victimes, ça m'a quand même apporté un peu d'espoir. En Suède, il a été condamné en 2022, je pense, à 20 ans de prison pour son rôle dans les exécutions, justement, de 1988, qui a marqué une première brèche dans le mur de l'impunité, finalement, de ces criminels. Et Ebrahim Raisi, qui était donc le président iranien, qui est le boucher de Téhéran, comme on l'appelle,
est resté impuni jusqu'à sa mort il y a quelques mois lors de la chute de son avion, mais symbole vraiment d'un régime qui ne survit que par la terreur. Hein. C'est vraiment ça le régime. En tant qu'avocate, aujourd'hui, je crois vraiment à la justice internationale comme un outil pour faire triompher le droit, un droit que l'Iran piétine continuellement en violant le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte des Nations Unies. Et en tant que sœur, je me souviens encore de cette corde comme un symbole de la volonté du régime de nous briser par la terreur. Il le continue avec les exécutions massives qu'il le fait aujourd'hui. Mais ce soir, je voulais vraiment vous demander de ne pas oublier ces victimes de 1988 et les autres crimes de ce régime. L'impunité du massacre de 1988 a permis au régime iranien de continuer à tuer en toute liberté. Et aujourd'hui encore, des dizaines de prisonniers politiques comme mon frère se trouvent dans les couloirs de la mort. Simplement pour leurs convictions, ils sont toujours en vie, eux, aujourd'hui, et nous devons agir maintenant avant qu'il soit trop tard. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste combative et je continue le combat au nom de mes frères et de mes sœurs, pour ceux qui sont encore en vie. Merci. Merci beaucoup, Mitra, pour ton témoignage et pour toutes les remarques très intéressantes que tu as évoquées. Je viens d'apprendre que le Conseil des droits de l'homme à Genève, il y a eu 10 ONG ayant le statut consultatif auprès de l'ONU qui ont signé ensemble une déclaration écrite très alarmante sur l'augmentation des exécutions en Iran. Et notre comité, le CSTHI, aussi a soutenu ce texte avec 20 autres associations. Voilà, ça c'est ce que je voulais ajouter. C'est l'importance de cette déclaration qui a été signée par 10 ONG à l'ONU. Alors, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous de nouveau Monsieur Taher Boumevra. Donc, j'invite de nouveau Monsieur Boumevra, qui est ancien directeur du Bureau des droits de l'homme de l'ONU en Irak et juriste et expert dans le domaine de la peine de mort, et particulièrement au sujet de massacre de 1988. Et puis, il est aujourd'hui directeur de Justice pour les victimes du massacre de 88. Je vous en prie, Monsieur Boumevra. Vous m'entendez cette fois-ci? Très bien, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Au fait, tout a été dit sur la peine de mort en Iran. Je ne voudrais pas répondre ce qui a été déjà dit, mais seulement je voudrais présenter ma sympathie et ma solidarité avec les prisonniers qui ont lancé ce mouvement pour les mardis sans peine de mort. Je voudrais aussi assurer ma sympathie et ma solidarité avec les familles des victimes des massacres de 1988 et qui est toujours un problème posé sur le plan juridique parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'est une situation qui s'est passée, ça fait 35 ans et que ça tombe dans l'oubli. Et ma réponse est que non, ça ne tombe pas dans l'oubli parce que c'est un crime odieux qui est imprescriptible. Donc, sur le plan du droit, un crime comme celui de 1988 n'est pas prescriptible. Et d'ailleurs, la Cour qui a siégé à Stockholm a confirmé que les crimes de 1988 ne sont pas des crimes prescriptibles et que la Cour de Stockholm de Stockholm, oui, sont confirmés actuellement
leur juridiction sur des crimes qui ont été commis, ça fait 35 ans de cela. Ayant dit ça, mais mon attention a été attirée à ce que M. Fedio a mentionné au sujet des exécutions en Iran depuis 2008. Il a mentionné 9557 exécutions depuis 2008. C'est-à-dire que c'est presque 10 000 exécutions sous 4 présidents iraniens, à partir de Mahmoud Ahmadinejad jusqu'à Ibrahim Raisi et le présent qui est Pezeshkian. Ces présidents, bien qu'ils sont largement surveillés par le système des Nations Unies, par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des droits de l'homme en Iran, et malgré tout ça, ils ont exécuté presque 1000, presque 10 000 prisonniers. Cela démontre que il n'y a pas dans le système, dans le régime iranien, il n'y a pas de président modéré. Il n'y a pas de président qui respecte l'état de droit et qui respecte le droit international. Nous savons tous que la peine capitale, bien que un très grand nombre d'États ont taboulé la peine capitale, mais tout de même, ça reste que les rétentionnistes gardent le droit de pratiquer cette peine, la peine capitale. Mais le droit international met des garanties pour l'exécution selon le régime du droit international, c'est-à-dire que la peine de mort ne s'applique qu'à des situations de sang ou des peines graves. Ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est que est-ce que opposer un gouvernement est un crime grave qui suscite la peine de mort? En fait, le droit international ne reconnaît pas un crime politique. Et ce qu'on est en train d'exécuter dans les prisons iraniennes, ce sont des opposants politiques. Donc, le droit international ne considère pas une opposition politique comme un crime. Et non seulement ça, c'est que le droit international, dans le cas des États rétentionnistes, il leur impose certaines limites à l'application de la peine de mort. Nous savons très bien que l'État iranien a signé et ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Bien connu comme ICCPR. Ce pacte, dans son article 6, protège le droit à la vie. Et le droit à la vie, c'est un des droits fondamentaux qui ne autorise aucune dérogation. Donc, c'est à la protection à la vie, c'est protégé. Et dans le cas où l'État applique la peine capitale,
c'est sous les conditions de ce pacte lui-même. Le pacte requiert que le procès soit équitable. Et ce qu'on se demande aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, et surtout après avoir entendu le témoignage de M. Mehdi Hassani, est-ce que les procès aboutissant à la peine capitale en Iran sont des procès qui respectent la procédure et qui respectent les normes internationales. Mehdi Hassani nous a dit que c'était des procès sommaires et que l'application de la peine capitale est absolument contradictoire et contre le régime du droit international. Mais je voudrais aussi dire que les juges iraniens et les prosécuteurs en Iran doivent savoir qu'ils ne peuvent pas violer les droits fondamentaux des Iraniens. Ils ne peuvent pas violer le droit international général sans être responsables de leurs actes. Et c'est à la société civile et Jedi Amai a actuellement contribué à poursuivre l'un de ces gens qui ont participé aux exécutions qu'a connues l'Iran en 1988, Ibrahim Raisi, mais comme il a été tué dans un accident, donc la poursuite a été retirée et n'a pas abouti. Mais je voudrais dire que les gens qui violent les droits fondamentaux des prisonniers politiques, ils doivent répondre à leurs actes et ils doivent être chargés de ce qu'ils ont commis contre les droits fondamentaux des Iraniens. Je dirais que c'est la responsabilité de la société civile de rester vigilant et de faire la pression sur le système onusien pour que la peine capitale soit réduite selon les normes du droit international et que toute prosécution en Iran doit respecter les engagements de l'État selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et j'insisterai que Jedi Amai et autres organisations de société civile doivent rester mobilisées pour essayer, comme a été souligné par M. Baudouin, d'utiliser la compétence universelle ou autres moyens pour ramener les gens qui sont responsables de ces exécutions devant la justice. Je dis ça et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Boumedra. Merci pour votre intervention éclairante et passionnante. Votre expertise a apporté un éclairage précieux à notre réflexion de ce soir et merci pour tous vos efforts, tout ce que vous faites. Alors, tout d'abord, je voulais remercier tous nos intervenants de ce soir. Cette lutte est d'une importance capitale et nous devons la mener pour stopper la vague d'exécution en Iran. L'expérience a montré que
Nous avons le pouvoir d'influencer la situation à condition que chacun d'entre nous accorde de l'importance à ce qu'il peut faire, que ce soit en écrivant une lettre, en participant à des campagnes en ligne, en manifestant contre la peine de mort ou par tout autre moyen à votre portée. Nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre vous dans cette bataille pour l'abolition de la peine de mort. Nous passons maintenant à la partie qui est dédiée aux interventions du public. Si quelqu'un souhaite prendre la parole ou poser une question, merci de lever la main pour qu'on puisse lui donner la parole. Et vous pouvez aussi également écrire vos questions sur le chat si vous voulez et nous essayons de répondre. J'ai alors Monsieur Christophe. Christophe, si vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, vous pouvez poser votre question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Très bien. Merci en tout cas pour cette réunion de ce soir et ces explications. Moi, je suis, entre guillemets, un militant depuis 2021, enfin 2021-2022, par rapport à Femmes, Vie, Liberté. J'ai fait partie de nombreux... Je ne suis pas iranien, je suis européen, français, mais il se trouve que je suis allé en Iran en 2017 puisque j'ai accompagné un étudiant et ses parents m'ont invité, Majid. Et là, je ne peux pas trop dire, et je me suis exprimé avec un de vos collaborateurs il n'y a pas si longtemps. Je ne voulais pas trop faire de vidéos pour ne pas mettre la famille de Majid, parce que Majid est accepté en Allemagne pour poursuivre ses études, il vient bientôt. Et voilà. Alors, moi, j'ai suivi beaucoup par la lecture, par les témoignages. Je suis quand même étonné, très honnêtement. Là, on parle beaucoup de l'actualité, notamment par rapport à l'Algérie, que je connais aussi, par rapport aux dignitaires algériens, évidemment aussi ne sont pas, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même une forme, je dis pas de complicité, mais une forme d'attentisme ou voilà, je sais pas comment je peux l'exprimer, par rapport à ces dignitaires iraniens qui manifestement, et je pense notamment à leurs enfants, qui voyagent non seulement en Europe, mais aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde, qui poursuivent des études universitaires, qui ne sont pour le moins du monde inquiétés. Alors, je ne parle pas aussi des biens dits mal acquis, parce que ces dignitaires, ces gens qui soi-disant sont des religieux, aiment beaucoup l'argent, qui sont dans la corruption, qui ont corrompu complètement le pays et qui ont des biens qui à Londres, qui en Suisse, etc. Et je m'étonne, puisque j'ai découvert ça, j'ai un peu étudié, il se trouve que je travaille dans les fraudes internationales, donc je connais un peu le domaine. Et je trouve quand même, et c'est pour ça que le combat, il passe aussi par des confiscations d'argent, comme on l'a fait pour le régime de Poutine. Je pense qu'on pourrait, là, de ce côté-là, avoir un levier. Parce que je trouve que le levier, effectivement, vous avez raison, médiatique, il existe, il a existé, il doit exister. Mais très honnêtement, si on arrive à bloquer, il y a effectivement des biens ou la mobilité des capitaux, mobilité de ces individus, je pense que c'est un très bon moyen de pression. Je vais vous dire, j'ai découvert aussi que Borrell, quand on a manifesté, était, je ne dis pas complice, mais en fait, il y a un certain nombre de dirigeants dans le monde qui ont un rapport très, très ambigu avec ce régime, voire même qui peuvent avoir un rapport de corruption, corrompu, corrupteur, avec ce régime. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut avoir des paroles incantatoires, mais très honnêtement, bloquer financièrement, comme on l'a vu dans des régimes précédents, etc., peut avoir une plus grande efficacité. Et je trouve que les leviers, on parlait tout à l'heure juridique ou judiciaire, parler de la compétence internationale, oui, il faut effectivement, la Suède l'a fait, la France, malheureusement, il y a des dignitaires qui viennent sur le territoire français, qui passent par la France, et la France ne fait rien. Et malheureusement, la France a... J'étais en garde à vue, je vais vous dire, 48 heures,
parce que j'ai fait plus qu'une manifestation derrière au consulat. J'ai écrit un petit truc, etc. On m'a gardé 48 heures en garde à vue, dans des conditions évidemment de garde à vue, avec des policiers pas très sympathiques, sauf les officiers. Le commissaire était évidemment, mais et j'ai trouvé qu'il y avait d'abord une méconnaissance. Je peux pas vous le dire tout parce que un officier de police judiciaire me dit mais pourquoi c'était il y a 1 an et demi, me dit mais pourquoi vous manifestez pas devant Israël? Je lui dis je manifeste. Vous savez, j'ai la même. Je dis pas j'ai la même chose. Dès l'instant où il s'agit de droits humains, voilà, j'ai pas. Et il y a une forme de complaisance en disant mais l'Iran a tout à fait le droit. Et j'ai entendu ça d'un officier de police judiciaire, hein. Je l'ai évidemment quand je suis passé après enfin, j'ai pas été jugé, hein, j'ai eu une transaction, mais etc. J'ai eu comme 400 € d'amende bon, pour la station. Mais vous voyez, il y a en fait, il y a une forme il y a une hypocrisie qui est par rapport à ce régime plus que pour d'autres. Vous voyez, avec des régimes, certains régimes maghrébins, certains régimes égyptiens, tout de suite, c'est la levée de bouclier. Mais là, alors que là-bas, c'est, comme vous l'avez dit, c'est depuis 79 enfin, je trouve, moi j'aimerais, sincèrement, si je dois vouloir faire quelque chose, je ne veux plus manifester comme je l'ai fait jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Genève, etc., quand je sais que les leviers judiciaires, juridiques par rapport aux biens et à l'arrestation de gens qui sont ou de leurs familles ne sont pas utilisés. C'est pour ça que je me suis mis en retrait pendant un certain temps de ce que j'ai fait quand j'ai lu des rapports, quand j'ai lu des choses en me disant là, il y a des trous dans la raquette. Voilà excusez-moi. Merci beaucoup, Christophe. Il y a des personnes qui attendent. Je vous remercie pour vos remarques, pour avoir évoqué vos points de vue. Et effectivement, vous avez raison. Bon, le sujet de ce soir, c'est vraiment le droit de l'homme, les droits de l'homme, et surtout les exécutions et la peine de mort en Iran. Mais vous avez bien raison au sujet de la corruption et des enfants de toutes ces personnes, de ces dignitaires et de des gardiens de la Révolution qui circulent librement et qui vivent à l'étranger. Mais bon, malheureusement, c'est pas le sujet de ce soir. Donc, voilà, merci pour tout ce que vous faites, pour tous vos efforts. Il faut continuer le combat. Il ne faut pas cesser tout ce que vous faites et vos activités. C'est vraiment nécessaire de continuer. Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Assal. Assal, vous pouvez ouvrir le micro. Oui, bonjour. Bonsoir. En fait, je voulais partager mes expériences. Tout d'abord, je voulais me présenter. Je suis une étudiante à l'ECP et j'étais née en Iran, mais j'ai grandi au Luxembourg. Et à côté de mes études, je m'engage pour les droits humains, notamment dans le Parlement européen. Et enfin, je voulais partager nos activités dans le Parlement. Par rapport à le cas de la conversion de Mehdi Hassani et Behlouz Hassani, je voulais partager un point particulier parce que mes parents, ils étaient aussi des prisonniers politiques et mon oncle, il a été exécuté en 1984 et enfin ma mère, elle était aussi condamnée à mort, mais elle, comment je dire, elle était pardonnée à cause de la pression internationale. Donc, dans les cas couramment qu'on a avec les prisonniers politiques en Iran, avec Mehdi Hassani et Behlouz Hassani, on a commencé une lettre urgente qui a atteint plus de je pense que c'est déjà plus à 350 signatures. Notamment, il y a plus de 50 députés européens qui ont signé la lettre.
Je voulais seulement dire que la pression internationale, c'est un cas utile, très essentiel pour empêcher les exécutions en Iran. Si par exemple la pression internationale était présente en 1984, peut-être mon oncle il ne serait pas exécuté. À part de la lettre urgente, on avait aussi parfois des conférences dans le Parlement européen où on discute par rapport aux les exécutions en Iran. Aussi des protocoles, donc les campagnes sur les réseaux sociaux. Oui, c'est en fait ce que je voulais partager et te dire que ce qu'on fait a vraiment des effets sur le régime. Donc parfois, je sais que on se sent un peu... on perd un peu de l'espoir, mais il y a vraiment des effets parce que Behrouz Hassani et Mehdi Hassani n'ont toujours pas été exécutés. Et c'est notamment à cause de la pression internationale qu'on a mise sur le régime iranien. Et oui, c'est tout. Merci beaucoup. Merci Assal pour tous tes efforts. Effectivement, la pression internationale que tout le monde a déclenché depuis cette nouvelle de la condamnation à mort de ces personnes. Vraiment, ça a joué énormément. Donc, il faut continuer. Il faut continuer par tout ce que tu as dit sur les réseaux sociaux, les hashtags. Faut pas oublier les hashtags, c'est très important. Donc, ça joue énormément. Alors, j'ai vu que Monsieur Baudouin a répondu aussi à Christophe. Je ne sais pas si vous avez pu voir. Je suis désolée. Merci à Christophe pour son témoignage qui révèle une ambiguïté politique de la part du pays des droits de l'homme qui doit être explicitée. Alors, je vois Monsieur Matteo Capecci, si je prononce bien, qui a une question. Je vous en prie. Bonjour, oui, Mathieu Capecci. Bonjour. Alors, déjà, vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je voulais vous remercier énormément pour cette conférence, remercier toutes les intervenantes et intervenants. J'aimerais apporter une petite information aussi, voilà, me présenter un petit peu aussi par ce fait. Je suis élève à Sciences Po Aix et dans cette optique, justement, dont on a parlé depuis le début de cette conférence, de mettre en lumière ce combat, d'en faire un véritable sujet public dont toutes les citoyennes et tous les citoyens français pourraient se saisir, j'ai créé récemment un comité de défense des droits des femmes afghanes et iraniennes, qui s'étend aussi évidemment aux exécutions pour les hommes, mais les atteintes aux droits sont principalement, enfin bref, voilà. Ce comité se développe petit à petit, j'en suis content. Ça fait 1 mois que je l'ai créé et il a pour objectif, voilà, de mettre en lumière ce fait et surtout de mobiliser une tranche de la population qui, je pense que cette visio nous le montre, est peut-être assez peu présente, c'est-à-dire les jeunes, alors que je pense que c'est quand même fondamental. Voilà, moi, c'était voilà, juste un court propos. Je suis ouvert et... Excusez-moi. Je suis ouvert et volontaire à tout type de propositions, de partenariats, quoi que ce soit. Excusez-moi, je suis juste devant mon école qui vient de fermer. C'est pour ça que je voulais pas arrêter la visio. À des propositions de partenariat, etc. Et voilà, on a fait un compte Instagram aussi qui diffuse beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, notamment des manifestations qui vont arriver à Aix-en-Provence en avril. Le but, c'est de créer un petit peu un relais dans le sud de la France à ce combat-là, dont tous les événements se passent principalement à Paris, de créer un relais sud aussi pour la lutte pour la libération des prisonnières politiques, des prisonniers politiques, des otages françaises et français, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment mobiliser. Voilà. Simplement, mon but, c'est d'essayer de participer à ce mouvement de mobilisation globale en essayant de mobiliser toutes les personnes qui, comme moi, n'ont, entre guillemets, aucun lien avec l'Iran, aucun lien avec l'Afghanistan. Voilà, je pense que c'est une cause qui touche tout le monde. Tout le monde est outré à la télé quand on voit ces atteintes aux droits humains et notamment aux droits des femmes
en Iran, Afghanistan, mais il y a peu d'actions derrière. C'est pas une cause pour laquelle les gens se mobilisent, c'est pas une cause pour laquelle il y a des manifestations. Et l'objectif de mon comité, et c'est que le tout début, et je suis à fond la caisse aussi, c'est ça. Voilà, c'est d'en faire un sujet public, notamment auprès des jeunes et notamment dans la région sud. Voilà. Merci beaucoup. Ah, bravo, bravo Mathieu pour cette belle initiative que vous avez prise. Vraiment, c'est très, très important. Il faut continuer et puis inviter toutes les autres personnes qui sont intéressées, qui sont épris de liberté, si vous voulez, qui sont concernées par le respect des droits humains, de faire comme vous. Et vraiment, j'apprécie énormément de la part d'un jeune Français d'avoir pris cette belle initiative. Si parmi les intervenants, quelqu'un voudrait répondre, je suis désolée, tout à l'heure, je n'ai pas donné la parole à Monsieur Baudouin, avait bien répondu sur le chat. Si vous avez envie de répondre, bon, il n'y avait pas de question, donc on va continuer. C'est Maxime qui a une question. Je vous en prie, Maxime. Vous pouvez ouvrir. Voilà. Oui, bonjour. Voilà, donc c'était pour réagir. J'avais deux questions déjà pour réagir. Par rapport à Azal, tout à l'heure, elle disait que quand sa mère était pardonnée, peut-être que le mot qu'elle cherchait, c'est être gracié. Oui. C'est être gracié, voilà. Ensuite, j'avais deux questions. Qu'en est-il de l'avancée de 2 points, par exemple, classer est-ce que l'Iran est classé officiellement comme État terroriste ou pas encore? C'est tout ce que vous aviez comme question? Non, j'en avais une deuxième aussi. Je vous en prie. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il est envisageable, comme c'est le cas pour Poutine, comme c'est le cas pour Vladimir Poutine, que Khomeini soit poursuivi en personne par la CPI, la Cour pénale internationale. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas si parmi les intervenants, quelqu'un pourrait répondre, Monsieur Boumedra, Monsieur Baudouin. Moi, je veux bien répondre sur la CPI. Sur la CPI, il y a une différence entre Poutine et Khomeini qui est la suivante. Pourquoi Poutine a-t-il pu, en définitive, faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la CPI? C'est pas parce que la Russie a ratifié le statut de la Cour de Rome, le statut de la Cour pénale internationale. La Russie n'a jamais ratifié. Donc, il n'est pas possible, en principe, de poursuivre des responsables russes du fait de cette absence de ratification. Ce qui a permis les poursuites, c'est qu'il y a des crimes qui sont accomplis par le régime de Poutine en Ukraine. Et l'Ukraine, qui n'avait pas ratifié non plus le statut de la Cour pénale internationale, mais l'Ukraine s'est soumise volontairement depuis 2014, c'est-à-dire depuis la première guerre du Donbass, à la compétence de la Cour pénale internationale. Ce qui veut dire que, parce que la Cour pénale internationale, elle est compétente soit pour les ressortissants des États qui ont ratifié, soit pour les crimes qui sont commis sur les États qui ont ratifié ou qui se sont soumis à la Cour. Ce qui est le cas de l'Ukraine. Donc, pour les crimes commis en Ukraine, qu'ils soient accomplis par un Russe ou une quelconque autre nationalité, un Biélorusse ou je ne sais, il peut être poursuivi. En revanche, pour l'Iran, la différence, c'est que les crimes que nous évoquons, les crimes, la répression, la peine de mort, etc., ça se passe sur le territoire iranien. Donc, il n'y a aucun des deux moyens de compétence vis-à-vis de la Cour qui peut être retenu. Ce sont des ressortissants iraniens qui commettent les crimes, et les crimes sont commis sur le territoire iranien. Or, l'Iran n'a pas ratifié le statut de la Cour et n'est donc pas soumis à la juridiction de la Cour. C'est la réponse. Sur votre première question, à ma connaissance, l'Iran n'est pas reconnu en tant que tel comme État terroriste. Il y a des organisations qui peuvent l'être. D'ailleurs, les Moudjahidines que j'ai défendues, je l'évoquais tout à l'heure, a été considérée pendant longtemps comme une organisation terroriste. Finalement, l'Union européenne a levé cette qualification. Voilà.
Merci, Monsieur Baudouin. Pour répondre à votre question, votre première question sur le terrorisme du régime iranien, sachez que l'Iran est le parrain du terrorisme international. Mais l'objet actuel au niveau international, c'est de pousser les États à inscrire les gardiens de la révolution, ce sont les pastarans, si vous voulez, sur la liste des entités terroristes. Donc, c'est comme l'a très bien dit Monsieur Baudouin. C'est comme ça que je voulais formuler ma question. Si les passes d'Aran, du coup, peuvent être payées actuellement ou est-ce que ça envoie d'être mis en place? Je sais que, par exemple, le Canada a voté son accord pour, le Parlement canadien a voté son accord pour mettre les pastarans sur la liste des terroristes. D'autres pays comme la Lituanie, je crois, si je me trompe pas. Mais en tout cas, bon, on est sur le chemin, on est sur une avancée. Même la France, au Parlement français, il y a eu un vote récemment à ce sujet. Mais ça n'est pas encore pour tous les pays. Donc, il faut que ça soit vraiment une décision au niveau international pour que ça soit plus efficace. Et notamment, cela pourra renforcer les sanctions, et même vis-à-vis des enfants de ces dignitaires qui sont à l'étranger. Donc, cela aussi aidera sur ce sujet. Alors, le prochain, alors, j'ai Clément qui a une question à poser. Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous en prie. Parfait. Donc, tout d'abord, bonsoir et merci pour l'invitation à cette réunion. Donc, je me présente, Clément Bonnet, je représente l'organisation internationale Students for Liberty. Et donc, dans le cadre de cette organisation, nous défendons les libertés, quelles qu'elles soient, et partout dans le monde. Et donc là, dans le cadre présent, nous défendons les Ukrainiens, les Géorgiens, et bien évidemment le peuple iranien qui se rebelle légitimement contre le pouvoir en place. Et donc moi, j'aurais quelque chose à partager qui est à la fois une crainte et en même temps une question. C'est avec l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump qui a des positions qui finalement s'avèrent être, en tout cas sur les questions internationales, qui s'avèrent être pires que les plus pessimistes des prédictions. C'est-à-dire que par exemple, dans le cadre de la guerre lancée par Poutine contre l'Ukraine, celui-ci opère une inversion accusatoire où il accuse Zelensky d'être un dictateur et l'Ukraine d'avoir déclenché les hostilités. Ou par exemple vis-à-vis de la Chine, où il a plus ou moins laissé sous-entendre qu'il laisserait la Chine envahir Taïwan si elle le souhaitait. Et donc moi, ma crainte, c'est est-ce que finalement, vis-à-vis de la République islamique, puisque moi je distingue bien évidemment l'Iran, qui est une nation, une culture, de la République islamique, qui est un pouvoir totalitaire, il y a vraiment à faire la distinction entre les deux, c'est une parenthèse. Et donc moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque que de Donald Trump, pour une raison ou une autre, fasse preuve de complaisance à l'égard de la République islamique et qu'il s'assure que finalement que ce terrible régime reste en place? Parce que moi, c'est vraiment une crainte que j'ai de plus en plus. Voilà, je vous remercie. Alors, sachez que pour que je puisse répondre à votre question, pour moi, personnellement, sachez que depuis toutes ces années, il y avait toujours une politique de complaisance vis-à-vis du régime iranien. Donc, ça, c'est pas nouveau. Et en ce qui concerne le peuple iranien, on compte que sur le peuple iranien pour renverser le régime des mollahs, sur personne d'autre. Nous ne comptons pas sur Donald Trump pour un changement de régime. Donc ça, il faut bien être clair là-dessus. Et donc, ça a toujours été le cas. Et le soulèvement de 2022 l'a bien démontré, que le peuple iranien est décidé à renverser le régime. Donc c'est vraiment une question de temps et nous comptons sur aucun État pour ce changement. Monsieur Baudouin, je vous en prie si vous voulez répondre. Oh non, je pense simplement que aujourd'hui, je vois mal Trump aller au soutien du régime iranien
dans le cadre de sa politique au Proche-Orient, qui est de rapprochement avec l'Arabie Saoudite, de poursuite quand même de la démolition du Hamas, du Hamas, des Hezbollah, etc. Mais bon, où vous avez raison, c'est qu'il est tellement imprévisible que peut-être que demain, il aura changé d'avis. Maintenant, je rejoins ce qui vient d'être dit pleinement. Je crois que c'est quand même très largement un problème à l'intérieur de l'Iran. Sa capacité de nuisance sur ce plan-là, je dis bien sur ce plan-là, est peut-être un peu limitée. Je profite d'avoir la parole pour vous dire que malheureusement, je vais être obligé de vous quitter. Voilà. Mais... Merci, Monsieur Baudouin, pour avoir participé, pour avoir été parmi nous. Et vraiment, de toute façon, c'est la fin de notre conférence de ce soir. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez consacré à cette conférence. Merci. Avec plaisir et merci à vous. Merci. Merci pour vos réponses. Je vous en prie, pour finir sur ce sujet qui est quand même c'est un sujet très, très important. Il faut savoir que le peuple iranien est décidé à renverser le régime et par sa force de l'intérieur de l'Iran, par des unités de résistance sur le terrain qui sont très actifs depuis plusieurs années et qui travaillent avec courage et ferveur pour renverser le régime. Et c'est juste, et d'ailleurs, c'est à cause de leurs activités intenses que nous voyons également la montée de ces exécutions massives en Iran. Donc, ça, c'est la réponse du régime iranien face aux activités des unités de résistance, des Iraniens à l'intérieur, lorsqu'ils veulent changer. Mais il faut savoir que le peuple iranien ne baissera jamais le bras et ce ne sont pas les exécutions qui vont les arrêter. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette session de questions-réponses. Également, désolé à tous ceux qui n'ont pas eu le temps de parole. Comme nous l'avons souligné, nous avons besoin de l'implication de chacun pour mettre un terme aux condamnations à mort en Iran. C'est une lutte essentielle que nous devons mener ensemble. Donc, nous allons partager, je voudrais dire que nous allons partager sur le chat le lien d'Instagram de l'association, du comité de soutien aux droits de l'homme, ainsi que notre adresse mail. Donc, si vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas à nous envoyer un message via ces adresses. Merci encore pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté au sujet des droits humains en Iran et puis pour tout ce que vous faites, pour votre présence, à toutes les actions pour être la voix du peuple iranien. Merci, merci encore à toutes et à tous. Très belle soirée.